Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter votre parcours, vos études et votre parcours professionnel? Alors, le parcours est assez long, comme vous le constatez. J'ai une double formation. D'une part, ingénieur, une école qui s'appelle HEI, Hautes études industrielles à Lille, puis Sciences Po Paris. J'ai commencé dans la finance, contrôle de gestion en usine, puisqu'à l'époque je voulais absolument être en province, donc c'était plutôt dans le domaine industriel, plutôt en usine. Et très rapidement, ça se passait chez un équipementier automobile. Très rapidement, j'ai basculé dans le contrôle de gestion des achats, puis dans la logistique. Alors ça, donc, mon deuxième poste chez Ford, l'usine de Blanquefort, que tout le monde connaît depuis qu'on connaît Monsieur Poutou, donc c'est dans cette usine. Je suis passé donc des finances à la logistique et on me proposait donc à 29 ans un poste de directeur logistique d'une des deux usines du site. Il y avait 120 personnes à diriger, je n'étais pas spécialement a priori attiré par la logistique, mais je n'ai pas résisté à une occasion pareille. Et je suis resté dans ce métier de assez longtemps, de 76 jusqu'en 97, donc au travers de différentes formes de logistique, donc logistique industrielle chez Ford, puis logistique internationale chez Hewlett-Packard, puis logistique de distribution chez Compaq, et encore logistique de distribution chez Reebok. Donc mon dernier poste opérationnel en 97 était directeur logistique de Reebok pour l'Europe du Sud. À ce moment-là, j'ai voulu changer de métier et embrasser une carrière dont je rêvais depuis des années, qui était de devenir chasseur de tête. J'avais rencontré des gens passionnants dans ce métier, qui exerçaient ce métier. Et donc j'ai rejoint d'abord dans un cabinet généraliste où j'ai appris le métier. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que pour être efficace, j'avais 50 ans, il fallait que je trouve tout de même. J'étais en compétition avec des gens qui avaient des expériences de RH, des licences de psycho, etc. Et j'ai réfléchi à ce que je pouvais leur apporter, à ce que je pouvais apporter aux clients. C'était manifestement ma compétence dans le métier. Je connaissais la logistique et achat. Donc je suis devenu chasseur de tête dans un cabinet qui portait mon nom à l'époque, Joseph Borin Consultant, et où j'exerçais donc ce métier dans les spécialités, donc supply chain, logistique et achat. Il y a maintenant, ça va bientôt faire 4 ans, oui, en 2009, j'ai voulu travailler de façon un petit peu différente et j'ai rejoint ce cabinet Lincoln Associates, Lincoln Associates, qui est un cabinet de chasse de tête alors, et qui appartient à un groupe Lincoln, lequel groupe regroupe, outre la chasse de tête, ce qui est l'essentiel, mais aussi transition, aussi gestion de talent, aussi formation, et aussi le business process outsourcing en matière de RH. Donc c'est un groupe assez complet. On peut dire pratiquement que nous offrons tous les services RH à l'exclusion de l'outplacement. En ce qui me concerne, j'ai continué le même métier dans la même spécialité, mais de façon un petit peu différente, puisque nous sommes ici très bien équipés en matière de recherche, mieux équipés que je ne pouvais l'être seul, c'est-à-dire qu'il y a des assistants de recherche, il y a des fichiers monstrueux, des techniques de recherche au travers d'Internet qui sont extrêmement développées, puisque nous sommes à la pointe en ce qui concerne. Ce qui fait que la partie identification est simplifiée. Ça ne change pas grand-chose à la suite. Je veux dire la sélection, la séduction, les entretiens, etc. Voilà ce que je peux vous dire sur le cabinet Lincoln. Vous voulez que je vous parle du marché, un mot du marché, eh bien le marché, pardon. Oui, alors est-ce que vous pouvez juste préciser, donc vous parlez de technologies assez performantes ici, c'est-à-dire concrètement vous faites comment? Vous avez des fichiers, Vous avez en fait les fichiers du cabinet, bien sûr, et puis il y a combien de c'est personnes? l'accès aux réseaux sociaux par des moyens de recherche qui sont, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, enfin, je ne voudrais pas vous en dire beaucoup plus, mais qui sont extrêmement efficaces, qui sont très, très pointus, qui reposent sur des techniques mathématiques assez élaborées. Je veux dire par là que la partie identification, franchement, l'identification des candidats, ce qui est la deuxième étape, une fois qu'on a entendu notre client nous énoncer ce qu'il souhaite et qu'on a échangé avec lui sur ce sujet, une fois que ça c'est bien carré, l'étape suivante, c'est chercher qui sur le marché est susceptible de correspondre à ces spécifications. Et cette partie-là, maintenant, est extrêmement, infiniment plus facile qu'elle était dans le temps. Et alors vous faites concrètement comment? Je ne sais Ah pas si bon? je peux aller dans le détail de ces techniques dont je ne sais pas si elles nous sont propres ou si elles sont connues de tous les secteurs du marché. Donc je Oui, préfère oui, ça c'est connu, enfin, Sachez qu'on utilise beaucoup d'accord. certains réseaux sociaux, pas tous bien sûr, pas les réseaux privés, on s'interdit pour des raisons déontologiques d'utiliser les réseaux privés, mais
Vous précis. n'utilisez pas Facebook, vous utilisez Voilà, pas Facebook. Viadeo, LinkedIn. Ok, Voilà, exactement. d'accord. Et donc, vous tapez des critères, vous recherchez en fonction du poste, Bien sûr, vous avez des critères. tout à fait, D'accord. tout à fait. Mais vous avez déjà une base de données avec de nombreuses personnes. Nous avons aussi une base de données avec effectivement de nombreuses personnes. J'ai ma propre base de données Personnes. héritée de mon activité précédente, en candidats, en sources d'information, et ce sont souvent des gens que je connais, puisque travail, ça fait maintenant, depuis 97, ça fait quand même plus de 15 années de carrière dans ce métier de chasse de tête, sans parler des relations que j'avais déjà avant dans cette profession. Donc j'ai aussi mon réseau personnel. Encore une fois, l'identification n'est plus vraiment un sujet difficile, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans quand j'ai commencé. On pouvait descendre de longues files d'annuaires papier, reporter sur un document, appeler les gens à partir de ça, c'était infiniment plus laborieux. D'accord. Et bon, à partir de cette étape, comment vous avancez? Alors là c'est là que la chasse commence. Il faut appeler les gens qui sont susceptibles de soit nous informer, nous donner des informations sur des candidats potentiels, soit qui sont susceptibles d'être des candidats potentiels. Et là, en revanche, ça reste une étape assez laborieuse, parce qu'évidemment, il faut les alerter individuellement sur cette opportunité, etc. Et il y a, comment dirais-je, une étape qui est une étape de vente, en quelque sorte. Il faut expliquer le projet de notre client, à ce stade sans le nommer, bien sûr, et essayer d'une part, on est déjà dans une première étape d'entretien où il s'agit de part et d'autre de voir si nous avons intérêt à nous rencontrer. Deuxième étape, si on décide de ne pas aller plus loin, c'est vite fait. Si on va plus loin, c'est de se rencontrer. De se rencontrer en tête à tête, et à ce moment-là commence l'entretien. Vous êtes à combien de personnes là? Vous rencontrez combien de personnes? Alors, Vous contactez combien de personnes? en gros, en très gros, une chasse, c'est 100 à 150 contacts. C'est 10 à 15 entretiens. Alors, et 3 candidats présentés. Ça, ce sont des normes assez. C'est très variable. Il arrive qu'il n'y ait que 2 ou 3 spécialistes sur le marché pour des postes très pointus. À ce moment-là, l'identification est plus difficile, certes, mais la sélection l'est moins. Mais en général, cet ordre-là, retenez ça, 100 à 150 contacts, 10 à 15 entretiens et 3 candidats présentés. Et donc, comment vous choisissez les personnes? C'est uniquement sur les compétences ou... Bien sûr, il y a en fait 4 angles de vue. Je ne vais pas recroissant en importance. Il y a ce que la personne sait, c'est-à-dire ses diplômes, ses connaissances en langue, etc. Ce qu'elle sait. Il y a ce qu'elle sait faire, qui est son expérience. Et il y a ensuite le comportement, et enfin la motivation. Donc j'analyse suivant ces quatre angles. Et qu'est-ce qui compte le plus? La motivation. La motivation, évidemment, si on n'a pas du tout les compétences, mais la motivation est certainement ce qui compte le plus, et probablement ce qui est plus difficile à cerner. Parce que la compétence, elle est directement sur le CV. À vérifier quand À même. vérifier. Les CV ne disent pas nécessairement tout. Les CV sont aussi dans une certaine mesure des éléments de vente du candidat, ce qui est naturel d'ailleurs, pourvu qu'il reste bien sûr dans les limites de la réalité. Il est bon de creuser un peu. Et ça, en ce qui concerne les métiers que je pratique, mes compétences techniques que j'entretiens d'ailleurs permettent d'aller au fond des choses. Mais ce n'est pas la partie la plus difficile. En ce qui me concerne, en tout cas, ce n'est pas la partie la plus difficile. Cerner ce que les gens savent, ce qu'ils savent faire, c'est relativement très facile. Quand on arrive au comportement, c'est déjà un petit peu plus délicat, puisqu'on passe en gros 1 heure avec les candidats. Bon, souvent, dans ce cabinet, chez Lincoln, les candidats sont vus par 2 personnes, parce que la plupart des missions sont menées conjointement par 2 consultants. Donc, ce qui fait une double approche qui est d'ailleurs assez intéressant, parce qu'évidemment, nous confrontons nos approches, et c'est souvent riche d'enseignements. Le même jour? Pas nécessairement, suivant les commodités, suivant. C'est variable. Ça peut se faire le même jour, ça peut ne pas se faire le même jour, tout dépend des circonstances. C'est variable. Évidemment, si on fait venir quelqu'un du bout du monde, ou du bout de la France, plutôt pour l'Europe, pour venir pour l'entretien,
On fait tous les efforts possibles pour que les entretiens aient lieu le même jour, mais c'est pas toujours le cas. Et si les deux sont en désaccord, qu'est-ce qui se passe? Alors, on discute jusqu'à se comprendre, mais il faut savoir, et ça c'est peut-être un premier message que je voudrais faire passer, s'il y a un doute, c'est une règle d'or, s'il y a un doute, nous ne pouvons pas présenter le candidat. Il faut bien se rendre compte que autant l'intérêt des candidats comme le nôtre est le même, en ce sens qu'il y ait une issue positive au niveau de l'entretien et au niveau de l'embauche, au niveau du recrutement. Autant le risque est partagé aussi, parce que évidemment, le candidat risque de ne pas être retenu, et nous risquons aussi vis-à-vis de notre client de ne pas réussir la mission. Et on peut s'en rendre compte, ça, soit lorsque nous présentons les candidats, soit éventuellement plus tard. C'est assez rare, mais les échecs existent. Et c'est quelque chose naturellement que nous évitons. Donc il faut savoir que nous ne souhaitons pas prendre de risques s'il y a un doute. Est-ce que vous avez des conseils pour réussir à arriver à cette étape, déjà à vous rencontrer? Est-ce qu'il y a déjà des choses à faire? Alors, à partir du moment où le contact est établi, que ce soit le contact téléphonique ou le contact physique, hein, la rencontre, en fait, donc, je reviens sur ce que je viens de dire. D'une part, je vais dédramatiser cette étape parce qu'elle est souvent vécue comme examen, et on n'est pas du tout dans l'optique d'un examen de professeur à élève, c'est absolument pas ça, puisque encore une fois, l'objectif est le même. Si je reçois un candidat et qu'à la fin, je me rends compte qu'il ne fait pas l'affaire, j'ai perdu mon temps, j'ai assez largement perdu mon temps. Ça peut être utile pour d'autres missions, bien sûr, et lui aussi peut trouver un intérêt à être connu de moi, mais tout de même, notre intérêt c'est commun, c'est de pouvoir aller plus loin, et notre intérêt commun est que le recrutement soit réussi. Donc il y a beaucoup plus d'intérêts communs que d'intérêts divergents dans la rencontre entre un candidat et un chasseur. Et là aussi, que ce soit au téléphone, dans le premier contact, ou que ce soit dans l'entretien physique, ça signifie qu'il faut établir une relation de confiance. Je parlais du doute à l'instant, s'il y a un doute, on ne peut pas aller plus loin. Donc une relation de confiance, ça passe par un dialogue qui soit plutôt positif, bien sûr. Les gens doivent, par rapport à leur expérience, doivent être positifs et ne pas se présenter systématiquement comme ils ont tout manqué. Un dialogue qui doit être ouvert aussi, surtout ne pas chercher à noyer le poisson. Savoir se présenter de façon concise, écouter les questions, y répondre, poser de bonnes questions. Encore une fois, un dialogue très efficace qui ne dure pas, ce que je suis en train de faire d'ailleurs, de prolonger la réponse, mais ne pas répondre en 15 minutes à une question qui mérite une réponse simple en quelques secondes. Si le candidat sort de l'entretien en disant tiens, est-ce que je lui ai mis plein la vue, tranquille, il n'a aucune chance. Il faut vraiment que ce soit un dialogue constructif. C'est un dialogue, en fait, comme je suggérais à l'instant, un dialogue d'égal à égal. Et pas du tout comme de professeur à élève. Donc chacun a intérêt à un résultat, donc l'intérêt d'un dialogue constructif. Alors surtout ne pas mentir, ne pas cacher, parce que vous imaginez bien qu'il y a des prises de référence qui se font d'ailleurs en toute connaissance de la part du candidat, c'est lui qui donne des références que nous pouvons appeler. Il y a d'un moyen, c'est presque attendrissant de voir des gens qui falsifient leur CV. C'est attendrissant, mais c'est très gênant parce qu'on ne peut pas présenter un client quelqu'un qui manifestement va avoir tendance, non pas à présenter positivement son expérience, parce qu'encore une fois c'est la règle du jeu, mais carrément à mentir. C'est quasiment rédhibitoire et ça a assez peu de chances de passer. Et même si ça passe, une fois que le candidat est dans la place chez le client, s'il ne fait pas l'affaire, c'est très mauvais pour vous, mais c'est encore bien plus mauvais pour lui. Donc, encore une fois, un dialogue ouvert, efficace, des questions qui sont sensées, qui sont vraiment sensées par rapport, qui sont pertinentes par rapport au poste, des réponses qui sont également pertinentes par rapport à la question. J'ai quelquefois des gens en face de moi, quand ils ont terminé de me répondre, je ne sais plus quelle est la question que j'avais posée. Bon, évidemment, c'est fâcheux. Une fois, ça va, je recentre et je précise. Mais s'ils me font ça 3 ou 4 fois de suite, je n'imagine pas ces gens d'entreprise. Est-ce que est-ce que vous vous souvenez de certains mensonges, des choses qui reviennent? Oui. J'ai eu. Alors, je me souviens d'un mensonge précis qui était à celui-là. C'est la seule fois. Et
il avait écrit le candidat école de commerce. C'est pas un mensonge proprement parler. Il avait mis école de commerce à Lyon. C'était l'époque où l'école de commerce de Lyon ne s'appelait pas encore EM Lyon. Donc il avait écrit école de commerce à Lyon pour suggérer que c'était école de commerce de Lyon. Je lui ai posé la question, mais c'était pas du tout évidemment l'école de commerce de Lyon. Il y avait deux ou trois choses comme ça à propos de ses stages. Et il avait vraiment très nettement falsifié, enfin, non pas la nature du stage, mais le sujet du stage. Il avait vraiment extrêmement gonflé ses responsabilités. Et en posant deux ou trois questions, je me rendais bien compte que ce n'était pas le cas. Et c'est le seul cas où, au bout d'une demi-heure, je lui ai dit, écoutez, vous avez menti à ce stade, vous avez menti à deuxième stade, vous avez menti. Trois mensonges en une demi-heure. Très franchement, vous comprenez bien, je ne peux pas faire ça. Et il était très sportif. Il m'a dit, bon, ne croyez pas que les gens de mon école se comportent tous comme ça. Il était très sympa, finalement, très sportif. C'était, je dis, presque attendrissant, en fait, cette démarche, alors que c'était présenté de façon directe. Je sens que c'est quelqu'un avec qui on aurait pu aller plus loin. Et pourquoi est-ce qu'il s'était mis dans la tête de falsifier tout ça? Je ne sais pas, parce que ça a tellement peu de chances de passer. Déjà au stade de l'entretien, et encore une fois, ensuite au niveau des références, et une troisième fois, la plus dommageable, bien sûr, une fois qu'il est entré à l'entreprise. Vous vérifiez les diplômes aussi? Oui, il y a les annuaires qui existent. Ça se fait, ça c'est plus facile. Ça c'est à la portée de... Sauf quelquefois les diplômes étrangers, c'est un peu plus délicat. Mais bon, c'est facile. Et puis de toute façon, dans l'entretien, si vous voulez, on pose une ou deux questions qui permettent de... C'est déjà une première indication qui permet de vérifier l'aspect conceptuel. Bon, là, je parle aussi pour ma paroisse où ce sont des métiers relativement spécialisés, relativement techniques. Donc, si je pose deux questions conceptuelles, c'est souvent ce qui fait la différence entre les gens qui ont des diplômes et ceux qui ne l'ont pas. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas de diplôme sont tous mauvais. Je dirais, c'est pas du tout l'approche. Mais sur la conceptualisation, tout de même, le diplôme apporte quelque chose. En général, bien sûr. Là, je parle statistiquement, pas individu par individu. Et donc vous parliez de diplôme, j'en profite pour parler du diplôme de doctorat. Et qu'est-ce que vous pensez de ce diplôme? Est-ce que vous avez déjà rencontré des docteurs de votre expérience? Alors, j'en rencontre assez peu, déjà, parce que dans mes métiers, dans les métiers sur lesquels je travaille, achat, supply chain, logistique, il n'y a pas en France de docteur. Alors, j'en rencontre quand je suis en contact avec l'étranger. En Allemagne, par exemple, il y a pas mal de gens qui sont docteurs dans les métiers de la logistique. Donc, j'en rencontre très peu. Je dois dire que si j'en rencontre, ce qui va me préoccuper, ce sur quoi je vais focaliser mon attention, c'est pas tellement leur niveau intellectuel, je ne suis pas inquiet de leur niveau intellectuel, je sais ce que valent les diplômes pour une raison personnelle, je sais ce que valent les diplômes de docteur, donc je ne suis pas inquiet là-dessus, là où je vais porter mon attention, c'est sur la motivation. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a choisi des études universitaires souhaite, à un moment donné, entrer en entreprise? En général, nos clients sont des entreprises, ça m'est arrivé de recruter pour une école. Dans ce cas-là, effectivement, le diplôme de docteur était parfaitement adapté. Mais d'une manière générale, ce n'était pas ce à quoi on s'attend d'avoir un docteur, ce qui va y rentrer en entreprise. Donc c'est sur ce point-là que porterait mon attention. Et vous connaissez la valeur du doctorat parce que... Oui, quelqu'un de mon entourage m'a surpris le jour où il a décidé de passer d'une classe prépa à l'université. Et le déroulement de la carrière s'est très bien passé jusqu'au moment de la recherche. Et cette personne, maintenant, est gérant de fonds. Donc, cette personne elle est revenue à des spécialités peut-être plus conformes à mes habitudes et à mon univers. Mais gérant de fonds tout de même spécialisé dans tout ce qui est développement durable, énergie nouvelle, etc., et développement de pays en voie de développement, etc. Donc c'est plutôt gérant de fonds, mais avec une nuance que je qualifierais de, comment peut-on dire, généreuse. Sociétale, environnementale. Sociétale, écologique. Donc sans renier ses choix, que d'ailleurs je vais passablement communiquer, sans renier ses choix, elle a évolué dans une branche où aurait une efficacité. Et son doctorat, c'était sûr? C'est un doctorat qui n'avait pas grand, enfin qui est tout de même doctorat de chimie, physico-chimie, plutôt biochimie, voilà, c'est le mot que je cherchais.
biochimie, et après, elle a géré des fonds. Et vous savez comment elle a fait la transition? J'essaie de me souvenir, ben assez rapidement en fait, assez rapidement après le doctorat, un peu de recherche, qui est un milieu un peu particulier, Et un peu de après, une recherche. formation quand même? Pardon. Après, elle a fait une formation en plus pour gérer un fonds? Si, bien sûr, si, en complètement. Chemin faisant, étant dans l'univers de la finance, elle fait une formation pour, puisqu'il y a aussi des certifications. Donc certification à la fois sur les bilans carbone et certification pour la gestion de fonds. Donc si c'est tout de même les formations ultérieures, oui, il faut bien me poser la question, je n'y pensais plus. Les formations qui ont été faites chemin faisant. D'accord, c'était pas une forme de reconversion ou Pas brutale, à la suite? pas brutale, en tout cas pas traumatisante. Euh, Pas traumatisante, je n'ai pas ressenti comme ça. Je n'ai pas été dans toutes les confidences. Je suis pas quelqu'un qui me dit c'est une personne qui me dit tout ce qu'elle pense, mais je n'ai pas l'impression que c'est traumatisant. Au contraire, passer d'un univers de la recherche, bon, tout de même, dans le meilleur des cas, les objectifs sont assez long terme, en tout cas dans l'univers, dans la façon dont on conçoit la recherche ici en France et dans pas mal d'autres pays. Un univers où l'efficacité, évidemment, est plus immédiate et plus recherchée. Enfin, c'est un but affiché. Bon, c'était peut-être un challenge, mais pas traumatisant. Est-ce que vous auriez d'autres messages, vous parliez de messages à faire passer pour conseiller? Est-ce que vous conseillez après la personne quand elle va se faire recruter, Oui, vous la prévenez sur les caractéristiques de l'entreprise tout à fait. ou... Tout à fait, c'est la partie d'échange. Quand je parlais d'instaurer une Oui, relation de confiance, ça signifie que chacun ouvre son cœur, si je veux dire, enfin ouvre vraiment, nous disons ce que nous savons de l'entreprise. D'ailleurs, l'entreprise ne donne que des informations. S'il y a quelque chose de confidentiel, on nous le dit, à ce moment-là, finalement, on ne parle pas au candidat, mais pour 99% du sujet, nous communiquons l'information que l'entreprise souhaite que nous communiquions et comme elle se présente. D'ailleurs, en général, c'est assez transparent. La façon dont les entreprises se présentent par leur site internet est assez significative, ne serait-ce que ça qui est à la portée de tout le monde. De même, le candidat doit aussi s'ouvrir. Votre question, je m'en pardon, c'était. oui, c'était juste, est-ce que après vous continuez de l'accompagner, vous la coachez en quelque sorte pendant jusqu'au moment où elle va se faire recruter Alors, parmi les trois personnes, est-ce que vous alors, restez en contact? alors ça c'est de garder en contact non seulement à ce moment-là, mais aussi une fois que la personne est recrutée, déjà contractuellement jusqu'à la fin de la période d'essai, c'est je veux dire presque un gros mot, mais nous offrons une garantie. C'est-à-dire que si la période d'essai se termine prématurément, si l'embauche n'est pas confirmée, nous remplaçons le candidat. Ça c'est ce qui est assez général dans la chasse de tête. On commence une nouvelle campagne. Ça c'est évidemment heureusement rare, parce que c'est traumatisant pour tout le monde, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, mais bien au-delà, les anciens candidats, et c'est surtout intéressant au niveau d'un cabinet comme celui-ci, qui est assez volumineux, on parle quand même de 50 consultants, donc nous avons un réseau d'anciens candidats qui a évolué, qui a pris des responsabilités, et ça c'est un, on va dire, c'est un capital en quelque sorte, c'est un capital essentiel dans notre métier, puisque les gens qui sont des candidats sont aussi des sources d'information lorsque l'on cherche un candidat, sont aussi des clients potentiels. Je veux dire, il n'y a pas, à partir du moment où nous passons une heure avec quelqu'un et lui passe une heure avec nous, chacun prend un certain temps, c'est du temps que c'est un vrai investissement et qui serait duré. Ce matin, avant de venir ici, j'ai pris un petit déjeuner avec un ancien client, ça remonte à une dizaine d'années, il a été mon client une fois, pourrait devenir un jour mon candidat, et nous gardons, c'est un métier de réseau, que ce soit bien clair. Ce métier est un métier de réseau. Et notre intérêt, et de l'intérêt des candidats aussi d'ailleurs, de les coacher. Il n'est pas rare que les candidats nous appellent ensuite. Alors c'est plutôt lorsque ça va mal que lorsque ça va bien, bien sûr, mais c'est la règle du jeu. Merci.